Un navire de guerre russe a tiré des coups de semonce vers un yacht naviguant sous pavillon britannique ce mardi qui s'est approché dangereusement de lui, a assuré le ministère de la Défense russe. L'incident, qui s'est déroulé à une trentaine de kilomètres au sud de l'île de Wight, dans la Manche, n'a fait aucun blessé et causé aucun dommage, mais il illustre les tensions accrues entre les deux pays. Moscou a indiqué que l'équipage du navire de guerre avait tenté de contacter le yacht puis lancé des fusées éclairantes et émis des signaux sonores sans que le navire britannique ne réponde. Alors situé à quelques 150 mètres, il a ensuite tiré des coups de semonce au-dessus de la proue avec des armes légères. Le compte-rendu britannique a rapporté le même déroulé. Londres a déclaré qu'une enquête était en cours sur cet incident. Cependant, il est considéré comme un événement isolé et n'est pas lié à l'interception dimanche par le Royaume-Uni d'un pétrolier de la flotte fantôme russe dans la même partie de la Manche. Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il espérait mettre fin à la guerre avec la Russie avant l'hiver prochain ou obtenir un cessez-le-feu, tout en avertissant que Vladimir Poutine évitait délibérément les pourparlers directs. S'exprimant lors du sommet du G7 à Évian, le président ukrainien a également confirmé avoir demandé au président américain Donald Trump le transfert de licences permettant de fabriquer des systèmes de défense aérienne patriotes sur le territoire ukrainien. Le dirigeant américain a répondu favorablement, a déclaré Volodymyr Zelensky. Kiev donne la priorité à la production de systèmes antibalistiques car la guerre au Moyen-Orient a épuisé près d'un tiers des stocks mondiaux d'intercepteurs patriotes, laissant l'Ukraine vulnérable aux frappes de missiles russes. Kiev a acquis une expertise en matière de lutte contre les drones avec un taux d'interception de 90% grâce à sa technologie nationale. Ce savoir-faire a fait de l'Ukraine un fournisseur de systèmes de défense aérienne, Volodymyr Zelensky ayant annoncé que son pays était en train de finaliser un accord important de production de drones avec le Canada afin de renforcer la coopération en matière de sécurité. La Grèce cherche à moderniser son industrie de défense en s'appuyant sur les enseignements tirés de la guerre en Ukraine et des récents conflits au Moyen-Orient. Au cœur de cette stratégie, le Centre hellénique d'innovation pour la défense fait le lien entre les besoins des forces armées et les capacités des entreprises et laboratoires du pays. Son objectif, développer des technologies répondant avant tout aux exigences opérationnelles du terrain. Ήταν το αντιδρόουν που χρησιμοποιούμε στις ασπίδες. Ήταν προϊόν που το ανέπτυξε η ΕΑΒ, αλλά το χρηματοδοτήσαμε εμείς και τους βοηθήσαμε να το πάνε και να το βελτιώσουν ακόμα περισσότερο. Είναι τα τουκετάκ, τα drone που έχουν φτιαχτεί σαν loitering ammunition, δηλαδή οι kamikaze drone. Είναι το άλλο project πάλι από το ΚΕΤΑ που είναι για αναγνώριση. Έχουμε δηλαδή ένα σύνολο project που αυτή τη στιγμή είναι ήδη χρησιμοποιούνται από τις ενόπλες δυνάμεις. Le débat international se tourne de plus en plus vers les systèmes autonomes et les moyens sans pilote qui apparaissent comme un facteur critique dans les conflits modernes. Τα μη επανδρομένα συστήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά ουσιαστικά όλα αυτά θα πρέπει να συλλειτουργούν με συστήματα που έχουν ανθρώπους. Η ενεργοποίηση ενός οπλικού συστήματος δεν είναι παιχνιδάκι. Άρα εκεί πρέπει να υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να πάρει την απόφαση. Αλλά για να την πάρει μπορεί να είναι απομακρυσμένα κάποια χιλιόμετρα όλα αυτά τα συστήματα. Αυτός από το σημείο που βρίσκεται εκεί είναι ασφαλής ο άνθρωπος, να έχει πλήρη εικόνα για να πάρθει η απόφαση. Dans un contexte où l'Europe repense ses priorités en matière de défense, la Grèce tente de trouver un rôle en renforçant son propre écosystème d'innovation. Ο πραγματικός απολογισμός του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας δεν θα κριθεί από το πόσα προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν, αλλά από το πόσο γρήγορα η καινοτομία θα περάσει από το εργαστήριο στο πεδίο. Εξάλλου, το μέλλον του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος αποτελεί πλέον ζήτημα στρατηγικής σημασίας. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Le Parlement européen rejette le projet de budget à long terme de l'UE pour la période 2028-2034. Le texte de compromis présenté par la présidente chypriote prévoit des coupes de près de 33 milliards d'euros dans le budget de l'Union. Dans les 27 États, certains demandent des coupes, d'autres des hausses de budget. Selon le Parlement, les coupes proposées affaiblissent un budget déjà insuffisant. Cypriot Council Presidency proposes to cut 1/3 of the allocation to agriculture and 1/4 of the allocation to cohesion. We as a Parliament strongly reject these cuts.
we strongly reject the fact that the Council proposes a very, very low level, even below the already too low level proposed by the Commission to Agriculture and Cohesion. Dans sa proposition, le Parlement européen demande une augmentation de 10% du budget. Les négociations durent depuis juillet 2025. La Commission européenne avait publié sa proposition de budget de 2000 milliards d'euros. Celui-ci définit 3 grandes priorités en matière de dépenses: le Fonds pour la compétitivité, le Global Europe et les fonds Horizon. Les dirigeants de l'UE discuteront le budget 2028-2034 à Bruxelles cette semaine du 15 juin. Le Parlement européen a voté mardi en faveur de l'adoption de l'accord UE-États-Unis conclu l'été dernier à Thornbury par le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Ce feu vert final nécessaire à la mise en œuvre de l'accord intervient alors que Donald Trump a menacé lundi d'imposer des droits de douane sur le vin et le champagne français si Paris ne supprimait pas sa taxe numérique sur les géants américains de la technologie. L'accord prévoit une baisse massive des droits de douane sur les produits industriels américains et en contrepartie, les exportations européennes vers les États-Unis restent soumises à des droits de douane ciblés dans un cadre encore fortement asymétrique. Un accord présenté comme un geste d'apaisement mais qui continue de susciter des interrogations sur l'équilibre réel des échanges entre les deux rives de l'Atlantique. Trump ayant montré qu'il était prêt à utiliser les droits de douane comme un outil de pression contre ses partenaires européens sur des questions sans rapport avec le commerce, les législateurs européens ont cherché à intégrer des clauses de sauvegarde dans l'accord afin de le protéger contre d'éventuelles pressions futures de la part de l'administration américaine. Une clause de caducité a été intégrée à l'accord final afin de mettre fin à cet accord commercial le 31 mars 2029, date à laquelle le mandat de Trump prendra fin. Enfin, les députés ont obtenu une clause permettant de suspendre l'accord si les États-Unis ne lèvent pas leurs droits de douane sur l'acier et l'aluminium européens d'ici fin 2026. Lors d'un déjeuner de travail réunissant les dirigeants du G7 et du Moyen-Orient à Évian, le président américain dit avoir suggéré à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah au Liban. Donald Trump a vanté les mérites de son homologue syrien Ahmed al-Shareh, le qualifiant de très bon contre le groupe libanais pro-iranien. I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. Le président syrien a pourtant récemment déclaré à des visiteurs que Damas n'avait aucune intention d'intervenir au Liban. Qu'importe pour le président américain, qui a répété qu'il n'avait pas aimé du tout qu'Israël conduise une attaque à Beyrouth 2 heures avant que les États-Unis ne concluent leur accord avec l'Iran. Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Si l'accord entre Washington et Téhéran prévoit un arrêt de la guerre au Liban, nombre de questions restent en suspens, à commencer par le respect du cessez-le-feu, déjà violé. Ce mardi matin, au moins 4 personnes ont péri au sud Liban, victimes d'attaques de drones. L'Iran a pris le dessus sur Donald Trump dans les négociations visant à conclure un accord pour mettre fin à la guerre, selon son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Dans une interview accordée à Euronews, cet ex-responsable a affirmé que le cadre de l'accord favorisait l'Iran. Il a également déclaré que le président américain avait privilégié les objectifs économiques plutôt que les considérations stratégiques. No, I think it's a very bad deal for the United States. Trump isn't thinking about the geostrategic implications of the deal. He's thinking of one thing. He wants the Strait open. He wants Gulf oil on international markets. He wants the price of gasoline at the pump down. That's all he cares about. Trump is desperate for a deal. He's desperate for a deal, and they have maneuvered him. They've played him like a violin. That's why they've got the deal that they want. Concernant le contenu de l'accord, John Bolton a exprimé des inquiétudes sur l'absence de texte publié, estimant que les détails comptent davantage que les grandes lignes. Well, I think it's embarrassing to the president. I think there's going to be some indication of unfreezing of Iranian assets, which he roundly criticized Barack Obama for back in 2016, and which I think is a mistake. I think it's a mistake to give this brutal
theocracy any of the assets. I'm happy to give the assets back to Iran when it's under a free government. That's not where we are now. Si cela avait été un excellent accord, il aurait été rendu public, a également assuré John Bolton, qui a balayé les affirmations iraniennes selon lesquelles Téhéran ne chercherait plus à se doter de l'arme nucléaire. Près de 2,4 millions de réfugiés auront besoin d'être réinstallés dans un autre pays en 2027. C'est l'alerte lancée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'agence onusienne s'inquiète du manque croissant de solutions pour les personnes qui ont fui la guerre, les violences ou les persécutions, mais qui ne peuvent toujours pas rentrer chez elles. Dans le même temps, plusieurs pays ont réduit leur programme d'accueil, à commencer par les États-Unis. Face à cette situation, le HCR appelle les États à augmenter leur quota de réinstallation et à accélérer le traitement des dossiers. Selon son dernier rapport, près de 2,37 millions de réfugiés originaires de 43 pays et actuellement accueillis dans 76 autres pays auront besoin d'être transférés vers un autre État l'an prochain. Les réfugiés afghans constituent le groupe le plus important concerné par ces besoins. Viennent ensuite les populations déplacées du Soudan du Sud, du Soudan et de la Syrie. Les Rohingyas de Birmanie qui vivent toujours dans d'immenses camps au Bangladesh figurent également parmi les populations les plus vulnérables. Le nombre total de personnes à réinstaller est toutefois en baisse de 6% par rapport à l'an dernier. Une évolution qui s'explique notamment par le retour de certains Afghans depuis l'Iran et le Pakistan, mais aussi par les retours volontaires observés en Syrie après la chute de Bachar el-Assad fin 2024.